Bonjour les amis, dans cet nouvel épisode de la série La conduite du projet de la thèse. Dans cet épisode, on va parler à propos des soutiens au thésard. Comme vous savez, dans le pilotage de la thèse, on a parlé l'épisode précédent. Le thésard dispose de nombreux soutiens. L'aide de son directeur de thèse est bien entendu le soutien principal. C'est pourquoi je lui avons consacré l'épisode précédent. Dans cet épisode, on va parler sur les autres soutiens sur lesquels le thésard peut s'appuyer. Le premier, c'est qu'on va parler sur le séminaire de recherche du laboratoire. Donc, parce que dans de nombreux centres de recherche, le thésard est invité à effectuer plusieurs présentations de ses travaux lors du séminaire doctoral. Ces sessions ont au moins 3 utilités. Elles permettent à celui ou celle qui planche de recevoir les conseils, les remarques, les réactions, les mises en garde et les critiques constructives des directeurs de recherche et des autres thésards présents à la session. L'objectif des critiques constructives effectuées lors des sessions de présentation est assez proche de l'objectif de la relation du thésard et de son directeur. C'est de montrer au thésard qu'il existe des points de vue scientifiques qu'il n'a pas pris en compte et d'identifier les risques qui viennent du design de sa recherche et de sa méthodologie et de lui signaler des opportunités auxquelles il n'a pas songé. Et donc, en amenant chaque participant à écouter les présentations des autres, ces sessions permettent aux auditeurs d'enrichir leur connaissance des méthodes, des problématiques de la littérature, des difficultés rencontrées, des solutions disponibles. Elles permettent aussi à s'entraîner à faire une présentation de qualité professionnelle, un document bien rédigé d'une vingtaine de pages, des dispositifs PowerPoint 20 au maximum, bien structuré et lisible, un exposé de 20 minutes bien construit, au moins l'un des exposés effectués en anglais, le document et les dispositifs envoyés par courrier électronique au moins une semaine à l'avance. Un entraînement, par exemple, c'est comme un entraînement de cette nature est très utile en préparation des présentations à faire dans les congrès et colloques et bien sûr à terme pour la présentation effectuée au début de la soutenance de la thèse. Donc le doctorant doit veiller à ne pas aborder ces séances sur la défense. En se sentant attaqué dès qu'on lui fait une remarque, il est là pour recueillir les critiques des directeurs de recherche et des autres doctorants. Il réfléchira ensuite avec son propre directeur de thèse sur la manière de les intégrer ou pas dans ce travail. Le doctorant ne doit pas non plus se réfugier derrière une présentation trop longue de la littérature qui cacherait les véritables enjeux et problèmes. Les problèmes empiriques, méthodologiques, expérimentaux de sa thèse. À ce titre, les enjeux de ces présentations sont différents selon l'état d'avancement du travail. En simplifiant, on peut presque dire que la première présentation est focalisée sur l'architecture de la thèse et sur le positionnement par rapport à la littérature et que la deuxième est focalisée sur la méthodologie et que la troisième s'intéresse plus aux résultats. Les directeurs de thèse considèrent généralement que la participation à ces séminaires est obligatoire car elle constitue une source de formation doctorale essentielle. La formation apportée par le séminaire du centre de recherche peut être renforcée par le fait que, après chaque présentation, un rapporteur doctorant et un rapporteur maître de conférence au professeur expriment leur avis de façon détaillée, préparée et structurée. La deuxième chose, c'est les contacts avec les autres thésards et avec les chercheurs. Le thésard peut aussi être aidé très fortement et très informellement en discutant avec les autres thésards et avec les chercheurs. Plus on discute, plus on a de la chance de trouver des idées et plus on a de la chance d'être alerte tôt sur les difficultés et les problèmes. 3 types d'activités peuvent conduire de façon fréquente à mobiliser
à charge de réciprocité les autres doctorants du laboratoire, le pré-test des questionnaires avant leur administration auprès de publics cibles, le double codage de transcription d'interviews, l'écriture de communication d'articles en commun. La troisième chose, c'est les publications et les communications. Donc, écrire des cahiers de recherche, des articles soumis des revues à comité de lecture et soumettre des projets de communication à des colloques à comité de lecture est le meilleur moyen d'apprendre à écrire. C'est aussi un moyen d'obtenir gratuitement des avis qui viennent normalement de bons scientifiques sur les premiers résultats de la thèse. Pour ceux qui ne le seraient pas, nous précisons que quand un texte est soumis à un journal scientifique ou à un congrès à comité de lecture, le texte est transmis sans le nom de l'auteur ou des auteurs à des évaluateurs qui donnent leur avis scientifique motivé. Cet avis est transmis à l'auteur sans que le nom de l'évaluateur ne soit à son tour mentionné. Seules les personnes de la revue ou du congrès sont informées du nom de l'auteur et du nom des évaluateurs. À cause de cet anonymat qui va dans les deux sens, on utilise parfois l'expression en double aveugle. Pour un thésard et pour tous les chercheurs en général, des critiques qui sont formulées par les lecteurs sont des aides importantes, même si elles ne font pas toujours plaisir. Il est impératif de discuter des réponses des lecteurs avec le directeur de thèse. En plus des avis des évaluateurs, les communications dans les congrès et les colloques sont aussi une aide à la thèse pour les commentaires effectués en session et après la présentation lors des discussions informelles. Voilà, donc la participation au congrès et colloques est également irremplaçable par l'occasion qu'il donne d'échanger avec des collègues euh, et des scientifiques de toutes horizons. Pour les docteurs et les doctorants en fin de thèse, elles sont aussi l'occasion de découvrir la possibilité de faire des publications et des recherches en commun avec des collègues d'autres institutions, sans oublier l'éventualité de séjours de recherche à l'étranger, soit pendant la thèse, soit post-doctorat. Ces séjours permettent de créer des opportunités de publication internationale. Les publications et communications ne sont pas seulement une aide au pilotage de la thèse, elles sont un travail à prévoir en parallèle de l'activité de recherche, au moins pour ceux qui se destinent à une carrière de type maître de conférence ou enseignant dans des écoles. La réalisation de cette partie du travail est très importante. Pour cela, il convient de rester à l'écoute des appels à communication réalisés par les congrès et des annonces de numéros spéciaux des revues académiques. L'adhésion aux associations académiques du domaine permet ainsi d'en être informé. La quatrième chose qui est très importante, c'est les séminaires de l'école doctorale, qui donnent aux thésards les moyens d'acquérir des compétences complémentaires. Ils permettent de maintenir pendant la thèse une ouverture et une activité intellectuelle en dehors du sujet de thèse. Ils sont le moyen de se retrouver avec des directeurs de recherche, de son centre de recherche et d'autres. Naturellement, on échange, on discute de ces travaux et on reçoit des commentaires de la part des chercheurs qui ont des points de vue et des cultures scientifiques diverses. Ces échanges sont une aide précieuse pour le processus de thèse. La participation à un séminaire de l'école doctorale est souvent obligatoire. Une précision est sans doute utile en conclusion donc, de cet épisode. Dans ce travail de thèse, le doctorant dispose des nombreux soutiens que j'ai déjà mentionné, et peut s'appuyer sur une relation de travail et de confiance avec son directeur de thèse. Tout ceci n'empêche pas la thèse d'être, la plupart du temps, une aventure personnelle dans laquelle le thésard a l'impression d'être très seul à plus d'un moment. Une thèse est d'une certaine façon un voyage en train dans lequel le voyageur doit poser lui-même les rails sur lesquels il avance, et par définition, personne ne lui donnera d'instructions sur la façon de faire le travail. Il y aura des aides, des soutiens, éventuellement des mises en garde, mais en fin de compte,
nombreux sont les choix qui ne peuvent être faits que par le thésard, parce que seul le thésard signe sa thèse. Elle est donc conseillée aux personnes qui envisagent de faire une thèse de se demander si ils ont cette capacité à gérer une situation très autonome. Dans l'autre sens, une thèse est un document ou un ensemble de documents qui sera défendu devant un jury. C'est un travail qui s'inscrit dans une communauté professionnelle qui a ses règles, et souvent des règles qui ne sont pas secrètes mais qui ne sont pas écrites non plus. Bien entendu, l'innovation fait partie des caractéristiques admises dans une thèse, et même les caractéristiques requises. Par contre, il s'agit souvent d'une innovation qui suit un minimum des exigences de la communauté scientifique. Il est donc conseillé aux personnes qui envisagent de faire une thèse de se demander si elles ont la capacité de percevoir et de suivre ces exigences conceptuelles et méthodologiques qui varient fortement d'un laboratoire à un autre. Voilà, il y a un soutien qui est très important, c'est le soutien de la famille et de l'entourage. Le soutien des proches est également un facteur de réussite fondamental dont l'importance donc, ne doit pas être sous-estimée. Donc, la thèse est un processus qui s'inscrit dans la durée, surtout quand l'on exerce une activité professionnelle en parallèle et qui provoque souvent des tensions au sein du couple. Les directeurs de thèse voient avec plaisir que les thésards sont souvent soutenus par leur entourage familial et amical. Ce soutien est souvent crucial dans cette aventure qui est passionnante, mais dans laquelle il y a toujours des périodes de difficulté. Or, les directeurs de thèse observent avec tristesse que le processus de thèse s'accompagne parfois de difficultés familiales importantes qui peuvent aller jusqu'au divorce. Bien évidemment, même s'ils ne confondent pas corrélation et causalité, ils savent que le processus de thèse est un cheminement qui provoque souvent une réflexion de tous les instants, y compris le soir et le week-end. Isolement, doute, fatigue, stress, angoisse ou encore découragement. Tous ces facteurs interagissent naturellement avec la sphère privée du doctorant. Il faut en être conscient. La décision de faire une thèse fait partie des décisions importantes. Nous déconseillons au thésard de décider seul. D'une certaine façon, l'entourage et le couple auront aussi à vivre la thèse, donc ils sont concernés. Et la thèse doit également s'inscrire dans l'espace, le temps et l'action. Cela peut signifier aménager une pièce, un bureau pour la thèse, organiser la répartition des tâches du ménage, aller chercher les enfants à l'école, répartir différemment les tâches de la maison, prévoir de s'isoler pendant les semaines de vacances, etc. Ce soutien logistique, adossé au soutien moral, constitue un page de confort et de sécurité pour le thésard. Ceci étant, le lecteur ne doit pas, surtout pas penser que le processus doctoral et la vie de famille sont antinomiques. Les soutenances ou les arrière-grands-parents, les grands-parents, les parents, les enfants sont présents, attestent du contraire. Ces derniers trouvent d'ailleurs les soutenances un peu longues. Voilà, donc je termine ici, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode qui sera consacré au travail quotidien du thésard. C'est le quotidien du thésard qui s'effectue donc chaque jour. Je vous remercie à toutes.